À l'époque, Mhm. tu payais une agence de dev pour te développer une application, mais ça coûtait 20, 50 000, pas 20 Bah ouais. francs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, toute proportion gardée, mais ça, faut quand même l'avoir en tête, tu vois. On n'est pas obligé d'apprendre quelque chose pour de la productivité, pour de l'argent, pour truc. On peut aussi se faire kiffer, tu vois. Et le code, ça va aussi devenir quelque chose comme ça, tu vois, où t'es pas obligé de coder un projet de A à Z. Maintenant, c'est déjà le cas, tu vois. Mais si tu veux te faire ton kiff et que ça te fait plaisir, et parce que voilà, c'est ton truc, fais-le, tu vois. Fais-le, bon sang. N8N, bah c'est N8N. Ta solution N8N, elle va fonctionner que sur N8N. Tu vois, ton code au Python, il va fonctionner pour tout. Donc il y a déjà ça qui est la grande chose. Deuxième chose, Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Anthony où on va parler principalement de Anthropic et de son modèle Claude Code. Donc on va un peu aller plus sur la partie technique. Comment tu vas Anthony? ça va super et toi, Adam? Écoute, nickel. Donc je sais qu'on aura un peu des petits moments de flou, t'es en ce moment en Corse. Exactement. Donc Pas encore de la excusez-nous pla- d'avance. Pas encore au bord de la plage, je te prends encore une 20-30 de minutes, puis après je te libère. Yes, mais pas plus. Hein. Pour cette vidéo, je la voyais un peu en trois parties, donc revoir un peu le contexte au niveau de Anthropic. Je trouve qu'on fait cette vidéo dans un bon contexte, que ça soit au niveau de leur tour de financement, etc. Euh, les retours, le retour de la communauté dev. Ensuite, à parler un peu plus sur le côté pratique au final. Toi aujourd'hui, comment tu l'utilises? Pour rappel, bah, tu fais beaucoup d'implémentation au sein des entreprises et de la formation. Donc ce serait intéressant d'avoir les bonnes pratiques à ce niveau-là. Et puis sur la fin, si on a le temps, revoir un peu l'avenir de ces modèles, ce qu'il faut garder en tête, etc. Donc comme je disais, on a vu bah là récemment Anthropic qui a fait un tour de financement à 13 milliards, qui fait une valorisation de l'entreprise post-monétaire à environ 183 milliards. Donc elle a triplé sa valorisation depuis le début de l'année. On a Amazon aussi qui a augmenté son investissement dans Anthropic à peu près 8 milliards. Aujourd'hui, Anthropic il compte à peu près 300 000 entreprises utilisatrices. Ok. Et de l'autre côté, moi, en préparant cet épisode, j'ai pu voir un peu sur certaines communautés de dev et ça a déjà un peu crié sur les modèles, le modèle de Claude Code, surtout au niveau du pricing, où bah, ils sont beaucoup attachés aussi en fait à cet aspect open source, transparence, au niveau de cette transparence, etc. Mhm. Donc toi aujourd'hui, quelles sont un peu les choses que tu vois à ce niveau-là? Est-ce que tu as eu des retours un peu sur ça? Bah écoute, moi au niveau de l'open source, bah c'est deux choses totalement différentes. Hein. Il faut pas mélanger. T'as des modèles open source que tu peux utiliser toi de ton côté, ils sont faits pour. Après, est-ce que tu pourras, enfin ce que tu payes, oui, t'as effectivement le modèle, mais t'as tout ce que Claude a mis à disposition, Claude Anthropic a mis à disposition derrière via Claude Code, tu vois. C'est quand même plus qu'un simple modèle, c'est un agent derrière qui tourne pendant de longues minutes s'il faut, qui te résout des problèmes, etc. Donc voilà, c'est notamment ça que tu n'auras pas en open source actuellement. Donc non, pour moi, si on peut faire aussi un petit tour au niveau du pricing, pour moi le pricing n'est non plus pas du tout exagéré. Je crois vraiment que les gens ils ont perdu, ça on en avait déjà discuté, mais ils ont perdu il y a aucune, comment dire ça? Tu vois, ils ont perdu ce truc où maintenant ils estiment que de gaspiller 100 dollars par mois pour Claude Code, c'est cher. Tu vois. Parce qu'ils le prennent comme un SaaS à part entière, tu vois, comme si tu payais 100 balles un SaaS de ton côté. Mais on se rappelle quand même ce que tu peux faire avec. Moi, j'ai le plan à 100 dollars qui est le plan, donc pas le plan d'entrée, qui est le plan juste en dessus. Je sais plus si c'est le business ou je sais plus les noms qu'ils ont ces plans-là, tu vois. Mais je suis quasiment tous les jours sur Claude Code et j'ai jamais été limité. Donc tu vois, à partir de là, quand tu vois le temps que ça te fait gagner, les- sur que ce soit le démarrage d'un projet, le débugage de certaines features, etc. On parle de 100 balles. Hein. On parle de 100 Mhm, balles ouais, par mois, tu vois. Pour moi, et encore une fois, c'est un non-débat. C'est ce qu'on disait l'autre fois. Le coût actuellement, et en plus, il est même trop bas sur ce qui devrait être, tu vois.
d'où toutes ces levées, d'où toutes ces choses-là, parce qu'ils sont pas du tout rentables encore. Ils crament de l'argent toutes ces boîtes, que ce soit OpenAI, que ce soit Anthropic, il n'y a aucune rentabilité derrière. Donc en fait, on paye un prix qui est plus bas que ce qui devait être, que ce qui devrait être. Donc à Mhm. partir de ce moment-là, non, pour moi, c'est pas du tout un souci. Ouais, et puis surtout que en fait, ben, c'est comme je disais, tu vois, ils ont 300 000 clients, mais tu vois, eux, ils sont quand même sur quelque chose où ils sont quand même sur un modèle B2B, tu vois. C'est pas Ouais, OpenAI, par exemple, qui essaie de se diriger sur un modèle vraiment B2C, donc ils proposent, après, ils ont l'API, mais ils proposent un modèle à 20 dollars par mois qui est hyper bon pour les entreprises à 100 dollars, tu vois. Mais il ouais, faut bien penser aussi que, justement, Anthropic, tu vois, ça reste quand même, adressé vraiment à des entreprises, tu vois, la vraie plus-value, en tout cas, elle est là. Mais ce c'est que je voulais intéressant ce dire, que tu dis. Attends, je te coupe juste là parce que moi, je me suis pas intéressé du coup sur leur réel modèle, tu vois, à Anthropic, mais j'ai entendu typiquement, alors je sais pas s'ils sont sur la même chose, mais un des fondateurs de Mistral, du coup, qui est passé en plateau là, il y a une semaine, le jour où on enregistre, quelque chose comme ça. Ils ont aussi fait une levée de fonds de 1,5 milliard, je crois. Voilà la différence entre entre l'Europe et les US. Et notamment, eux, leur modèle économique, c'est pas du tout. Ils ont le chat, qui est l'équivalent de ChatGPT, si tu veux. Donc le modèle un peu B2C. Et c'est pas du tout ça leur réel modèle économique. Eux, vraiment, leur modèle, c'est d'implémenter l'IA dans les entreprises. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est de fine-tuner des modèles sur des sujets précis, être à la pointe sur des sujets précis. C'est d'ailleurs le but de ces dernières levées qu'ils ont fait avec ASML, sauf erreur. Et voilà. Donc, je sais pas si c'est Anthropic, c'est pareil. J'imagine qu'il y a quand même, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même, tu vois, destiné aux consommateurs à la fin, finalement. bah certainement parce que là ils arrivent à peu près à 19 millions d'utilisateurs au total, tu vois. Donc Ok. ils ont environ 19 millions d'utilisateurs, il me semble. Il y en a 2,6 millions qui sont sur mobile, tu vois. Après tu vas me dire qu'il y en a Hum, qui sont sur l'ordi et sur mobile pour travailler, donc c'est pas un bon chiffre, tu vois. Et on recensait 300 000 entreprises, donc c'est sûr qu'ils ont ce côté-là un peu des deux, tu vois. Eux, ils ont leur modèle, il me semble, Opus, tu vois. C'est ouais. pas un outil que j'utilise énormément, tu vois. Ils ont ce modèle LLM assez classique, mais tu vois, si on va sur Claude Code, bah là, on est plus quand même destiné aux entreprises. Donc, je pense Ouais, qu'ils ont là, les deux totalement. aspects, tu vois. Au développement, Mais, de manière générale, Claude Anthropic, tu sais, c'est un peu leur mantra. C'est fait par des devs pour des devs, tu vois. Eux, c'est vraiment ouais. leur axe de communication, en tout cas. Ok, puis tu vois, bah, je pense que quand même, en fait, que ça soit, tu vois, pour, en tout cas au niveau du modèle économique, je pense que c'est surtout le B2B qui va ramener et qui ramène beaucoup, tu vois. Je pense, parce que OpenAI, ils ont quand même bien pris des bonnes parts de marché. Ouais, Sur le surtout sur le nouvel. B2C, tu vois. Ouais. Mais moi, le point que je voulais relever avant que je te parlais de l'open source et Hum, les retours qu'il y avait par rapport à ça, c'était pas forcément le problème de pricing. Ça, on est d'accord que c'est absolument rien ouais. sur ce que ça amène, tu vois. Mais c'est en fait la puissance du modèle vs le pricing. Où aujourd'hui, il y a plein il y a plein en fait de benchmarks ou de gens qui font des tests modèles et ça, où ils voient en fait gentiment des concurrents, tu vois, à Claude Code, où là Claude Code était un peu tout seul jusqu'à maintenant, tu vois, ils avaient une force de frappe, en tout cas au niveau de Ouais. l'agent Code, tu vois, qui était ultra puissant. Aujourd'hui, il y a GPT-5 qui est sorti. On a des modèles open source aussi qui deviennent assez bons. Et en fait, je pense que tu vois, c'est surtout en fait ce retour au niveau pricing pour la puissance du modèle, tu vois. Bah, moi, je vais parler que de Claude Code parce que j'utilise pas Anthropic dans son format, tu vois, ChatGPT. Donc, j'utilise vraiment que Claude Code enfin, que Anthropic de cette manière-là ou via des API. Moi, sur Claude Code, encore une fois, hein, si on compare la puissance et le pricing, il n'y a pas photo, tu vois. Alors, soit Mhm. t'as des modèles qui reviennent gentiment, euh, qu'ils arrivent à concurrencer les modèles d'Anthropic actuellement sur du code. Bon, on pense à GPT-5, etc., qui en plus sont en train de se développer un peu de la même manière que Claude Code. Tu sais, un peu en ligne de commande sur le terminal avec un aspect agentique de cette manière-là. Enfin, t'as toutes Ouais, ces choses-là qui sont venues. Mais encore une fois, on en revient au fait que il y aura de toute façon 10 000 outils. Ils ont tellement de fonds dans tous les sens que il y a tout qui va s'équilibrer. En tout cas, entre Google, Anthropic et OpenAI, ils vont se tirer la bourre de toute façon. Donc, à mon avis,
t'auras pas des écarts, tu vois, ultra prononcés comme on pouvait voir en 2022-2023 sur les modèles d'OpenAI, par exemple. Mais voilà, moi, en tout cas, j'utilise Claude Code, c'est fonctionnel. Le prix n'est pas dérisoire du tout comparé à la puissance que ça te fournit. Les modèles d'entropie qui sont quand même assez hauts hein, sur les benchmarks, en tout cas, sur tout ce qui concerne du code, tu vois. C'est que comme ça que je Mhm. l'utilise, donc non, moi, je vois pas trop de problématiques à ce niveau-là, vraiment. Oui, et puis enfin, il reste parmi les meilleurs, quoi. Ouais, de toute façon, c'est ça. En fait, ok, t'auras toujours, tu vois, t'as les 5 meilleurs, bah, ça suffit, utilise ces 5 là, tu vois. Ça sert à rien de vouloir toujours, parce que sinon, chaque jour, tu vas changer de modèle, de configuration, de trucs, parce que tu auras vu un benchmark où Anthropic est passé devant OpenAI, ou après ça a été Google, etc. Non, enfin, tu vois, c'est pas utile, je pense. Ok, tu penses qu'en fait c'est beaucoup plus intéressant de maîtriser l'outil et enfin de travailler avec, enfin de toute manière, tu vois, si on prend encore une fois, il restera parmi le top et certainement dans les années à venir. Ou est-ce que toi de ton côté, est-ce que ça t'arrive de switcher en fait entre certains outils pour des choses un peu plus spécifiques? Non, pas vraiment. Alors moi, j'ai un peu un combo Claude Code et Codex, juste, qui est un peu l'équivalent, entre guillemets, d'OpenAI. Mais on va dire que j'utilise 90% du temps Claude Code, et puis aller 10% quand je vois qu'il y a une problématique ou un truc bien précis et que je tourne en rond, je peux envoyer Codex. Mais après, encore une fois, il faut dire une chose, c'est que moi, je l'utilise d'une certaine manière où c'est pas vraiment du vibe coding, tu vois. Moi, je développe les solutions et je l'utilise vraiment en tant qu'assistant pour me faciliter la vie et me faire gagner du temps. Donc à partir de là, il reste très bon, tu vois. Là où les gens crient à l'horreur, c'est quand ils essayent de faire quelque chose sans connaissance et du coup les prompts sont mauvais. Et après là, on passe déjà peut-être à la deuxième section, tu vois. Et Mhm. là, ils crient tous à l'horreur parce qu'ils ont des résultats pitoyables. Mais ça reste une aide pour moi au développement actuellement. Et on a encore vérifié ce matin, tu vois, bosser avec mon associé, avec Yann du coup, qui était dans la première vidéo. Lui, il est plus sur le côté vibe coding. Puis bon, bah t'as un problème, bah ça devient compliqué, quoi, tu vois. Ouais. En fait, tu reposes toutes tes forces sur un logiciel si tu fais uniquement du vibe coding. Les yeux fermés, tu vois. Ok, ouais, bah, surtout, je pense, bah, on en avait discuté un peu, surtout sur tout l'aspect sécurité. Il y a aussi ça à prendre en considération, effectivement. Mais ça, on Ouais, pourra faire mais un point. Ouais, dis-moi. oui, justement, je voulais te dire avant de parler et de revenir là-dessus. Toi, tu as pu nous dire aujourd'hui justement que tu faisais du 90%, 10% Cloud Code Codex. Codex. Toi aujourd'hui, dans tes implémentations pour les entreprises, concrètement, tu fais intervenir où Cloud Code? Il te simplifie la vie, pourquoi? Ouais, ça c'est intéressant, c'est une bonne question. Je dirais que si je me refais le schéma classique un peu à partir du début jusqu'à la fin, je dirais qu'au début quand même, il y a une grande partie de Cloud Code au début de l'implémentation pour structurer tous les dossiers, pour commencer, tu vois, la structure du code de manière générale, même une belle partie du code, on va pas se mentir, hein, tu passes une belle partie à te créer un bon prompt, à itérer un peu avec l'autre code en mode chat si tu veux, où il interagit pas encore avec le code, etc. Et ensuite tu le lances sur la première partie de l'implémentation. Je dirais que là, il est assez efficace. Les one-shots, enfin, tu vois, les premiers one-shots qu'ils te font, ils sont de mieux en mieux. Au début, c'était assez catastrophique et là, on arrive à des résultats qui sont assez cool. Donc, je l'utilise de cette manière-là. Je l'utilise pour des fixes, dès qu'il y a des petits bugs, tu vois, aller fixer un bug précis. Ça m'évite de devoir repasser toute la code base, moi, tu vois, de mon côté, devoir redéfinir quelle fonction interagit avec quel fichier, etc. Je l'utilise également pour je me refais le schéma en tête. Security Review, je l'utilise pas mal. C'est une option assez cool qu'il y a dans Cloud Code, tu vois. Ils ont différentes options, et notamment celle-là qui te permet de faire une petite audit de sécurité assez bien faite. Tu vois, un premier jet qui te donne un bon résultat déjà. Et c'est à peu près tout. Après, il y a quand même une grosse partie manuelle ouais, pour refactoriser aussi des fois du code. Après, tu as quand même une grosse partie manuelle où bah, tu dois quand même vérifier grosso modo ce qui a été fait, voir pourquoi ça a été fait de cette manière-là, pourquoi on ferait pas autrement. Tu vois, tu as une relecture derrière qui, pour moi,
reste essentiel, où tu vas potentiellement challenger ce qui a été fait. Si t'as beau lui demander de challenger ses réponses, de le mettre en mode un peu réflexion, etc., j'ai l'impression qu'il ne le fait pas encore assez bien. Donc je me dis, le code qui est généré d'un trait, c'est jamais le bon. Tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Ce qui est Ok. généré, toujours le challenger. Mhm. Mais pour pouvoir le challenger, tu dois avoir certaines connaissances. C'est un peu les limites, tu vois, que moi je vois au vibe coding actuellement. Ouais, c'est là où j'allais en venir, c'est que comme tu viens de le dire, en fait, il faut avoir quand même une connaissance, peut-être pas forcément être un dev expert, tu vois, mais en tout Non. cas avoir quand même des connaissances en code, ben justement en fait pour vérifier qu'il fasse pas des conneries. On en parlait de la dernière fois d'une personne, c'est toi qui m'expliquais, je crois, d'une personne qui avait déployé un projet, tout s'était bien passé, et puis en fait, quand tu trifouillais un peu, il y avait l'essentiel de la sécurité n'était, enfin le projet n'était Ouais. pas du tout sécurisé. N'importe qui pouvait le modifier très facilement, quoi. Ouais, bah ça on le voit et puis on le voit surtout tous les jours. Enfin, je veux dire même alors maintenant tu as la possibilité de mettre des règles dans Claude, etc., qui font que justement ton one shot il est de mieux en mieux si tu le veux bien. Mais si tu commences de zéro au tout début que je l'utilisais, bah même si tu prends Lovable ou peu importe, hein, c'est en train de s'améliorer. Mais il arrive encore des fois où typiquement tu prends l'exemple d'une route API, donc une route API, tu vois, ça va permettre d'interagir avec ton code de l'extérieur ou toi de l'intérieur venir interagir avec d'autres logiciels. Typiquement, c'est un peu une ouverture. Bah, il arrive que tu vois ça ne pardon, ça ne soit pas sécurisé du tout et qu'ils te disent que tout soit ok. Donc ça peut te paraître peut-être un peu abstrait, mais c'est des choses ultra basiques de genre vérifier la donnée que tu reçois, de vérifier que ce soit pas du code malicieux, de mettre une sécurité déjà sur tes portes d'entrée. Enfin, tu vois, en fait, il te met ta maison, il te la pose, puis il te met ni les fenêtres, ni la porte, ni rien Ouais, du ouais. tout, puis il te dit là vraiment c'est nickel. Et en fait, alors c'est de moins en moins le cas, hein, je veux quand même préciser ça, mais ça l'est toujours. Et donc si tu connais rien à rien et que tu prends vraiment pour acquis ce que Claude, ou encore une fois, on parle de Claude, mais ça peut être n'importe autre outil te fait, ça peut être vite problématique. Donc je dirais, si on devrait parler de la connaissance, je viens de faire un post LinkedIn où finalement je questionne le fait de est-ce que ça a encore vraiment une réelle plus-value d'être expert sur un sujet précis? C'est vraiment une question que je me pose actuellement avec tout ça. Donc je sais pas, la réponse que j'ai à 60-70% là, c'est non. Mais être, tu vois, généraliste un peu dans tout, bah, je dirais que ça doit être un peu ça. Si tu veux utiliser ces outils, que tu aies un peu une connaissance en cyber, que tu aies un peu une connaissance en développement, que tu vois le déployer une app, tu vois à peu près comment ça se passe. Je dirais que c'est vraiment là où tu dois mettre ton curseur, tu vois. L'apprentissage, il est plus comme avant. C'est plus tu pars de tout en bas. Ça, il y a une vidéo putain, qui est sortie hier ou avant-hier d'ailleurs de Benjamin Code pour ceux qui regardent. D'ailleurs, il a une chaîne qui s'appelle Benjamin Code plus ou Code pas. Justement, il fait un peu cette transition, tu vois, sur façon un peu vibe coding, et où il dit les parcours d'apprentissage d'avant, c'était HTML, CSS, JavaScript, etc., etc. Maintenant, c'est complètement inutile de faire ça. Tu perdrais plus du temps qu'autre chose. Par contre, avoir des petites bases partout, commencer directement par un projet, demander à Claude Code qui t'explique pourquoi il a fait ça typiquement, bah, c'est là que ça Mhm. devient réellement intéressant, puis que l'apprentissage peut être cool, tu vois. Ouais, et puis justement, c'est comme tu dis, lui il peut servir de formateur pour ça, tu vois. Exactement, exactement. Mais il faut l'utiliser de cette manière-là. Ce qui n'est pas le cas de 80% des gens qui utilisent ces outils-là. Mhm. C'est pour ça qu'après ils pètent un stutz et puis ils écrivent mais bordel, tu me fais tout faux. C'est parce qu'ils prennent pas le temps de réfléchir. Ouais, et puis on en parlait ben, dans le dernier épisode avec Yann, si jamais je mettrai le lien en description. Euh, on parlait justement de cet aspect dans le vibe coding où beaucoup de gens n'en feront rien parce que bah en fait on a beaucoup ce côté waouh c'est incroyable on peut faire des apps sans coder donc c'est la promesse en une phrase où c'est assez simple tu vois mais en Ouais, fait le front est très facile à faire tu vois aujourd'hui tu vas typiquement sur Lovable quelques prompts t'as ton front qui est assez beau tu peux même faire du copier-coller enfin ton front tu le fais assez vite et bien mais après c'est justement ça c'est euh,
le connecter derrière à Supabase, le déployer, etc. Et c'est là qu'en fait la plupart des gens abandonnent et puis parce qu'ils veulent pas aller chercher le truc et Ouais, trifouiller ça quoi. mais je comprends, c'est parce que la promesse de base qu'ils ont, elle est biaisée déjà, tu vois. Eux, ils ont la promesse de je vais pouvoir tout faire en 1 heure sans connaissance. Alors, dès qu'il y a des problématiques, ben, tu vois, ça te casse mentalement et tu te dis, bah non, en fait, c'est pas ça que je recherchais, là, ça devient trop compliqué, laisse tomber. Tandis que si tu te mets déjà dans une optique de dire, ok, ça va être quand même un peu complexe, il y a quand même des choses à apprendre, mais par contre, je vais quand même, ça va quand même être super utile et je vais aller 100 fois plus vite, et ça va me coûter 10 fois moins cher que si je devais passer par tu vois, le chemin de base, bah ça vaut quand même la peine, tu vois. Mhm. Et donc, pour toi aujourd'hui, en quoi c'est nécessaire en fait d'avoir quand même ces bases? Est-ce que c'est quelque chose qui sera nécessaire encore sur un certain temps, ou est-ce que Hmm. demain, vraiment Cloud Code ou autre euh, feront très bien cet aspect sécurité où on n'aura même plus besoin d'avoir zéro connaissance en dev? Est-ce que c'est quelque chose on va y arriver ou ça reste encore une sorte, euh, une sorte de fausse vérité? Bah, ça serait ça serait mentir que de dire que j'ai la réponse, tu vois. Et d'ailleurs, n'importe qui, personne n'a cette réponse, si tu veux. On sait pas de quoi est Mhm. fait demain et à quel point les modèles vont évoluer, etc. Ce qui est sûr, c'est que l'état actuel des choses est déjà assez prometteuse. Enfin, tu vois, quand tu démarres un projet, je veux dire, t'arrives à faire quelque chose en 1 semaine, que quelque chose, enfin, tu vois, quelque chose qui t'aurait pris 3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. On est sur une ordre de grandeur peut-être un peu dans ces eaux-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que s'intéresser, il le faut. Euh, Après, est-ce qu'on aura plus besoin de dev? Ah, je sais pas, moi j'y crois pas trop, mais c'est très personnel. J'en sais rien. Peut-être qu'on se voit dans 1 année, puis que j'aurais dit que des conneries, tu vois. Mais, euh, mais non, moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, par contre, le métier change. Moi, je parle que pour les développeurs, hein. Ouais. Je parle que pour les développeurs parce que les êtres humains lambda doivent s'y intéresser à coup sûr aussi. Mais en l'occurrence, c'est le métier de développeur qui est vraiment, vraiment en train de changer. Donc l'intérêt pour tout ça est obligatoire. Après, pour moi, je vois ça comme une simple évolution, tu vois, qui est forte parce qu'elle est rapide. C'est ça un peu qu'on n'a pas l'habitude. Si on prend Internet, c'est quand même passé sur un peu plus d'années que 2, 3 ans, quoi. En tout cas, ce Mhm. shift monumental. Donc je dirais que c'est une évolution comme une autre. Ton métier, tu l'as commencé, il était tel. Maintenant, tu vois, il était Y, maintenant il est X. Bah voilà, il faut t'adapter. Adaptabilité, hein, on en revient, c'est la chose principale qu'il faut avoir en 2025 et pour les années à venir. Ouais, ça me fait rebondir un peu sur ta question philosophique du moment est-ce qu'il faut se spécialiser ou pas. Ouais, Je pense qu'il y a un peu les deux. Ça, je sais qu'on en avait parlé aussi, tu vois, où il y avait quand même un avenir pour les devs, mais tu vois, là, ce sera même ultra spécialisé. Bah, typiquement, tu vois, ceux qui entraînent et qui travaillent les modèles de langue, qui ils sont sont tier derrière la one, ouais. machine, qui sont derrière la cybersécurité. J'ai vu deux, trois articles, je sais pas encore si c'est vrai, je me rappelle plus d'où j'ai vu ça, mais tu vois, où c'est un truc que je sais plus où j'avais vu, et j'en avais déjà parlé, c'est que bizarrement en fait depuis qu'il y a tout ça qui est sorti, on ne parle pas trop encore des hackers, tu vois, de la puissance pour les hackers. Et j'ai vu deux Ouais. trois articles déjà sortir, tu vois, de la puissance de ces modèles. Bah tu vois, on a des modèles, tu vois, chez Claude, bah en fait tu peux le faire tourner, je sais plus pendant plusieurs heures, il me semble, tu vois, pour Mhm. faire créer du code et ça, tu vois. Donc, même pour cet aspect cybersécurité, on va devoir avoir des gens qui sont hyper spécialisés là-dedans pour contrer ce genre de truc, tu vois. Et on aura de l'autre côté ben, les gens un peu comme nous, où là, ce sera important qu'on soit peut-être un peu bon dans tout, tu vois. Donc, je pense qu'il y aura quand même les deux, Ouais, enfin, au premier abord. c'est un peu ce que je me dis. Et en fait, moi, je me disais tout simplement deux choses. Bah, si on reprend le post LinkedIn de ce matin, je me disais que déjà, tu vois, je n'imagine pas un monde où tout est juste survolé, tu vois. C'est horrible. Tu vois, où t'as plus ce truc de diguer un sujet là pendant un petit moment pour approfondir, mais juste tu survoles tout parce que de toute manière,
une IA saura mieux faire que toi. Et la deuxième chose, c'est que finalement, si on prend Pareto, ça sera les 20%, tu vois, qui ne seront pas réalisables par une IA, bah, elles seront archi monétisables, ces compétences-là. Donc il y a aussi ça à prendre en considération. Mais ouais, c'est effectivement. Mais si on recentre sur le sujet, s'y intéresser, c'est une obligation. Ça, c'est sûr et certain. Euh, le développement, il a jamais été autant accessible actuellement. Mhm. Attention, je suis toujours pas en train de dire que c'est super simple et que, enfin, tu vois, que ça va te prendre une heure et que tu vas sortir un SaaS, le monétiser et gagner 10 000 balles. C'est pas du tout ça que je dis, mais par contre, ça a jamais été aussi simple. C'est un fait, c'est là. Donc pourquoi s'en priver? Ok, parfait. Du coup, si on revient un peu sur ta partie implémentation en entreprise, c'est quelque chose que je voulais revoir avec toi. Donc, tu as pu nous dire un peu en vitesse les quelques briques pour lesquelles tu utilisais Claude en fait dans tes implémentations. Mhm, Mais pour bien imaginer et imager la chose, si on prend aujourd'hui un projet client, je sais pas si tu en as un actuellement, tu vois, ou qui pourrait être intéressant à en discuter mhm, sur comment ça se passe. Donc, moi, ce que j'avais déjà aussi beaucoup retenu, c'est déjà d'avoir un process dans la boîte. S'il n'y a pas de process, aucune automatisation est possible, tu vois. obligatoire, Donc, ouais. ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on pourra faire une vidéo où ce serait hyper intéressant entre ce que espèrent les personnes de l'IA et puis en fait ce qu'on peut faire réellement, tu vois. En général, ils veulent faire des trucs incroyables, mais c'est pas ça qui apporte de la vraie plus-value. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, par exemple, tu peux nous partager un projet client et du coup, le process que vous êtes mis d'accord, simplement, et ensuite, toi, derrière, comment tu le bosses chez toi et sur quoi, en fait, tu utilises Claude pour t'aménager le boulot. Ouais, je suis en train de réfléchir à quel projet je pourrais te dire, mais il y en a plusieurs, mais on peut parler d'un dernier, ça va très bien. C'est marrant parce qu'on a dû bosser en collaboration, du coup, avec un dev qui s'occupait de la partie front. Donc ça, c'était un peu une première pour moi aussi de bosser un peu en collaboration comme ça. Mais bon, rien de trop compliqué vu que, de toute façon, les deux codes étaient scindés, donc il y avait pas de. Bref, on va partir trop dans la technique, ça sert à rien. Mais mais l'idée de ce projet, il est assez intéressant. C'est pour un assureur et c'est de fournir une plateforme à ses courtiers du coup. Donc cette boîte a plusieurs courtiers sous son nom et ces courtiers récupèrent divers documents de leurs clients pour ensuite faire des demandes de faire des demandes de financement. Ok. Grosso modo, c'est ça. Donc, pour faire une demande de financement pour un bien immobilier, par exemple, tu as besoin de ta déclaration d'impôt, de ta fiche de salaire, de toutes ces choses-là. Ok. Tu as besoin de ça. Donc, l'idée du front, dans un premier temps, c'était déjà de simplifier cet interfaçage-là entre l'entreprise et les clients. Donc, ça, c'est bien fait. Et d'une fois que ces clients déposaient les documents qui étaient demandés, l'idée, tu la vois venir, du coup, c'était de faire une extraction sur ces documents et d'extraire un peu toutes les données qu'on avait besoin. OK? Donc ça, c'est la première phase. Donc si on parle du début du projet, on peut se le faire un peu en rapide parce que comme tu as dit, ça pourrait être une vidéo complète sur tous ces sujets-là. Mais, Ouais. mais très rapidement, moi, j'ai commencé ce projet-là bah, déjà par valider la faisabilité. Il y a toujours deux choses, ça tu l'as très bien dit. Il y a la faisabilité du projet qui est la première chose et la plus-value pour la boîte qui est la deuxième chose. C'est avant même de penser quoi que ce soit, tu vois. Moi, je me dis toujours, est-ce que c'est faisable? Bon, ça, tu vas me dire logique, on doit se le dire, mais surtout, est-ce que c'est rentable pour la boîte? Et ça, pas tout le monde le fait. Je trouve ça dommage parce que ça crée vraiment déjà, ça crée un premier pas euh, pour la boîte envers l'IA qui ne sera pas positif. Ok? Donc elle va très vite se dire, ah, je l'ai essayé, ça marche pas. Et du Mhm. coup, ça coupe toute discussion pour faire autre chose, que ce soit de la formation ou d'autres implémentations derrière. Donc, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est rentable pour elle? Du moins, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value de faire ça ou est-ce que c'est complètement inutile? Donc, auquel cas, ces deux coches-là sont validées. T'as bien évidemment un aspect budgétaire, hein, pas se leurrer, c'est super important. Est-ce que, est-ce qu'au niveau du budget, on est dans les clous? On a essayé pas mal de modèles, mais on est revenu tout simplement à se dire, on a un pack d'heures qui est réfléchi. On va se dire, bon, c'est une connerie, hein, pour ce projet, c'était beaucoup moins,
On va se dire, on a un pack de 100 heures pour ce projet. Ok. Ensuite, 100 heures, on le disperse entre les différentes tâches, features qui doivent être faites sur ce projet-là. Si le client a besoin d'une feature, il nous demande. On lui dit que c'est un budget de X heures qui seront consommées sur le pack d'heures et il y a rajout ou pas à la fin. En général, on essaie de Mhm. bien cadrer, comme ça tout le monde est content. Mais c'est le meilleur moyen de fonctionner dans les deux parties pour la simple et bonne raison que c'est dur de un de pricer correctement un projet. Les gens ils vont dire oui, mais avec l'expérience, oui, ok, super. Mais derrière, le client ne sait pas vraiment ce qu'il a envie avant d'avoir la chose dans les mains. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que des surplus, il y en aura toujours. Donc voilà pourquoi tout simplement ce fonctionnement de pricing. D'une fois que c'est pricé, que c'est validé, moi ce que j'aime bien faire, c'est bloquer des jours complets sur un projet à la suite. Si je peux le pousser, tu vois, si le projet on s'était dit que c'était 30 heures, ben le pousser en une semaine à la suite, le focus il est incomparable, je trouve. Et si on reprend typiquement Claude Code, ben là je l'ai employé exactement comme ce que j'ai dit avant, pour démarrer, pour faire un premier jet, pour un peu les choses un peu plus techniques que j'avais pas forcément la maîtrise avec euh, ah avec toute la suite Azure typiquement. Il y a notamment une ou deux choses sur lesquelles j'avais pas vraiment la maîtrise là-dessus, donc je l'ai utilisé pour ça, c'est pratique. Ça n'empêche pas de consulter la documentation derrière parce que c'est toujours important de savoir ce qui est fait et pourquoi c'est fait. Et pour quelques validations, mais rien de plus, tu vois. Sinon, je me suis occupé moi de faire tout le reste. Ensuite, tu as la livraison du premier jet, qui pour moi doit être fait assez rapidement, parce qu'encore une fois, les tests réels, etc. Ah non, tu as aussi les tests juste avant les tests réels. Bien évidemment, il faut pas les oublier. Donc là, tu peux utiliser des outils comme Longsmith, par exemple. C'est un peu la suite Langchain, Langgraph, qui te permet de créer des agents. Framework, hein, permet de créer des agents. Et là, ça te permet de mettre des prompts l'un à côté de l'autre, d'utiliser un LLM, un autre, et de faire une cinquantaine de tests, par exemple, par-dessus, et de voir les résultats que t'as, tu vois. Ok, Donc ça, c'est un j'ai une peu la... question. Ouais, vas-y, vas-y. Non, vas-y, ça termine seulement. Non, j'allais dire, ça, c'est un peu la première étape au niveau des tests, avant de passer à une première mise en production, entre guillemets, une mise en production au sein de l'entreprise, tu vois, que eux, ensuite, vont un peu triturer la solution dans tous les sens pour voir les secondes problématiques qu'on pourrait avoir. Ouais, c'est évident. Ouais, Mais c'est je bien. pensais, peut-être une question un peu stupide, tu vois, quand tu parlais de un côté extraction de données, Ouais. euh, comment dire, pourquoi une simple tome peut pas le faire? Bah, en l'occurrence, c'est une simple automne, hein. Enfin, dans le sens où c'est pas parce que tout le monde a en tête automatisation, c'est N8N ou Make. Là, c'est du full code pour la simple et bonne raison qu'on peut être beaucoup plus précis sur plein de choses. Euh, En l'occurrence, là, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une étape OCR qui est faite. Donc OCR transformer un document du texte brut, hein, tout simplement. Ensuite, ce texte est passé à un LLM pour extraire diverses données. La seule complexité qu'on avait là, c'est qu'on doit récolter quand même pas mal de champs. Ces champs sont disponibles sur tel ou tel document et ne le sont pas sur d'autres. Donc on a une première étape d'identification de quel document c'est et un routage derrière qui se fait entre, ok, si c'est une pièce d'identité, bon bah tu pourras extraire X, tu vois, nom, prénom, euh, ID du document, enfin ces choses-là, Ok. qui ne pourraient pas être extraits sur, j'en sais rien, des plans d'une maison, tu vois. Ouais, parce que donc du coup pour quand même une automatisation IA implémentée en entreprise, l'important c'est quand même avoir cette alliance bah, code au final implémentation, tu vois. Est-ce que Ouais, et puis tu vois, surtout monitoring derrière, tu vois. Super important. ouais, Monitoring, déploiement sécurisé, d'où Azure, tu vois, utilisation de Key Vault pour stocker les secrets, les modèles déployés au minima en Europe, la solution est déployée sur un VPH chez Infomaniac. Enfin, t'as toutes ces choses-là qui sont quand même assez beaucoup plus simplifiées, je trouve, en dev pur. Tu vois. ouais, puis surtout, ouais, c'est clair que des fois on peut se poser la question quand nous on fait des automes pour nous, tu vois, ou c'est des simples automes assez classiques et on se dit putain, c'est un gain de temps de ouf, en fait c'est ça qui est monétisable, mais en fait t'as quand même la réalité sur le terrain où là en fait tu joues avec les données d'une boîte, c'est beaucoup plus complexe, tu as des milliers de données et tout le bordel, et puis c'est là du coup que en fait que le code intervient quoi. Ouais, ouais, Claude Code ou moi plutôt. Ouais, clairement, Mais bien sûr, bien sûr. mais oui, oui, c'est exactement ça en fait, c'est de se dire.
tu vois, je critique pas, loin de là, N8N, mec, et tout, c'est super puissant, c'est super utile. Et nous, en l'occurrence, on a quand même la problématique que des entreprises veulent avoir une vision sur leurs données, veulent avoir tout ça. Et on a quand même certaines limites avec ces outils qui finalement, tu vois, où ils devraient être des outils qui simplifient la vie, bah, te la complexifient plus qu'autre chose au bout d'un moment, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vois, tu dois faire un truc en code, j'en sais, on va pas rentrer dans le détail, mais tu vois, ça va te prendre 3 lignes, tu le fais facilement. Là où, par exemple, sur une week-end, tu devrais rajouter 3 nœuds, faire un truc, faire un machin, parce que si, parce que ça, tu vois. Mhm. Donc finalement, tu as aussi une certaine simplicité. Mais justement, et je trouve ça, enfin moi de mon côté, je trouve ça fou que c'est pas quelque chose que on appuie réellement en fait cette différence et cette importance, tu vois, de Hmm. dire par exemple, ok, tu sais utiliser Make et Nuiten, c'est hyper puissant, mais il faut de la complémentarité derrière. C'est pas genre parce que tu maîtrises ces outils-là que tu peux aller voir une boîte et lui proposer des trucs sûrs, tu vois. Bah, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais après, en même temps, tu vois, c'est un peu le résultat qui compte. Donc finalement, si tu fais un joli déploiement avec N8N, que tu fais ton truc correctement derrière, il y a des automatisations qui se vendent et qui fonctionnent très bien. On en a fait aussi au début. Il y en a qui tournent encore et qui tournent très bien aussi, tu vois. Donc, enfin, je sais Mhm. pas, je trouve pas que c'est l'un ne va pas contre l'autre, tu vois, mais c'est juste, bah, typiquement, si, bah, j'en sais rien, tu dois rentrer dans un projet, dans une boîte sur des choses existantes, bah, tu vois, du code, ça va beaucoup plus facilement s'implémenter à l'intérieur de la boîte que si tu dois venir avec tes scénarios, tes choses un peu spéciaux, etc. Selon moi, Ouais, tu vois. clairement, en fait, j'essaie vraiment de me faire un peu la différence. C'est clair que N8N, mec, c'est assez puissant, mais je pense que justement pour des projets tels que les vôtres, tu vois, d'implémenter des vraies solutions dans les boîtes, c'est pas quelque chose de forcément viable. Et puis, il faut, c'est que, comme tu dis, ça va pas l'un contre l'autre, mais il y a cette complémentarité des deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, surtout, ce qui m'a fait pencher, c'est vraiment plus, bah, déjà, ton code, tu vois, t'es propriétaire de ton code. Ça, c'est quand même déjà une chose. Ça veut Mhm. dire que si tu dois changer des briques en Python, bon bah tu les changes. Python, c'est loin, ça va pas crever. N8N, bah c'est N8N. Ta solution N8N, elle va fonctionner que sur N8N. Tu vois, ton code au Python, il va fonctionner pour tout. Donc il y a déjà ça qui est la grande chose. Deuxième chose, moi je dois avouer que en fait la dernière levée de N8N, ils ont levé des fonds, elle m'a fait un peu peur dans le sens où ils vont devoir être rentables un jour. Enfin, tu vois, il y aura un aspect rentabilité qui va être de plus en plus présent. Et donc, à mon avis, ils vont cut les meilleures features des plans gratuits. Et donc, ça va être chiant pour la suite, quoi. Typiquement, c'est l'aspect monitoring des LLM qui est, je finis juste là-dessus parce que c'est important, qui est super important, qui est même indispensable, tu vois, de monitorer ta solution. Est-ce que d'un coup, ça prend plus de temps? Combien t'as de tokens qui sont gaspillés, etc. Bah, c'est une fonction payante sur N8N qui n'est pas du tout payant sur du dev pur, Ok. tu vois. Ouais, bah ça me permet de bien faire la transition, c'est que bah, on en parlait avant aussi, aujourd'hui tous les modèles de LLM bah, lèvent énormément de fonds, mais perdent encore de l'argent, tu vois. Ah, mais ils sont tous en perte parce que ça coûte beaucoup trop cher au niveau de l'énergie qui est consommée sur les LLM, Mhm. c'est juste pour ça, hein. Ce serait intéressant d'avoir toi simplement ta vision, je te demande pas de me dire quelque chose de sûr, mais il va, il devrait y avoir au bout d'un moment quand même cet aspect de rentabilité pour chacune de ces boîtes, tu vois. Mieux, ouais, ça serait bien. Ça serait bien, mais ils ont des prévisions qui sont assez folles, hein. C'est le genre de boîte que dès qu'elle commence à gagner de l'argent, hein, c'est comme Uber, je crois, ils ont perdu de l'argent pendant je sais plus combien X années, puis quand ils ont été rentables, premier trimestre, ils font 2,5 milliards, tu vois. Donc Ouais. ça va être un peu de cette manière-là, à mon avis. Mais t'as quand même des sérieuses problématiques, ben, au niveau de l'énergie, donc par conséquent au niveau du climat, au niveau de toutes ces choses-là. Mais la disruption est tellement folle, enfin, pour moi, ça va pas s'arrêter, tu vois. Les gens, peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, tout l'argent, il est concentré. Pour moi, quand l'argent du monde entier il est concentré sur une seule techno, un seul truc, ah, ça va être compliqué de le freiner, hein. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, bah ouais, si on revient sur Uber, bah, au final, eux, ce qui leur a fait sortir de ça, après, tu me dirais que c'était ça assez prévu, c'était bah, typiquement l'augmentation de pricing, tu vois.
Pour moi, on va y arriver, c'est sûr. Enfin, moi, j'ai ce truc un peu, tu vois, conspirationniste où je me dis que là, ils récoltent les clients, ils récoltent les clients, ils récoltent les clients. Bien sûr. Et puis surtout, enfin, pas ils fidélisent, mais ils rendent accro les gens, tu vois. Maintenant, Mhm. déjà maintenant, ça devient compliqué après 3 ans de vivre sans ChatGPT. Imagine dans 3 ans, là, il est à 20 balles. Enfin, moi, je veux dire, le plan, s'il a 40, je le prends quand même, quoi. C'est comme YouTube Ouais, Premium pour moi. ouais, ouais, c'est sûr. C'est pas une discussion. Pour revenir là-dessus, ce que je disais, tu vois, c'était en fait cette boucle un peu de nouvelle sortie de modèle Mhm. où les gens réalisent en fait la puissance d'un nouveau modèle. Donc je disais pour Claude Code en mai, tu vois, il me semble le dernier Ouais. modèle. Donc les gens réalisent, trouvent l'outil hyper puissant. On a le modèle économique qui va pas du tout. Donc vu que il y a cet argent qui rentre pas ou ce manque d'argent, après même si c'est stratégiquement bien fait, tu vois, bah derrière ils vont le nerfer, ils vont peut-être limiter les outputs, etc. Donc lui c'est que des Mhm. choses qu'il a pu relever en tout cas sur Cloud Code et derrière en fait les gens deviennent déçus du modèle, tu vois. Ouais, c'est assez vrai. C'est assez vrai, mais c'est toute la complexité qu'ils ont ces boîtes actuellement. C'est il faut trouver un moyen d'être rentable, je pense, tu vois. Mais là, on Mhm. part sur un autre sujet, mais qui est aussi intéressant. Mais là, honnêtement, ça me dépasse un peu dans le sens où, ben, je vois pas trop le plan, tu vois. À mon avis, ils en ont un, c'est sûr, mais bon, de toute façon, on va tous se faire avoir, hein. C'est une évidence, ça. Au bout d'un moment, on va tous se faire avoir, mais écoute. Bon, après c'est bien fait quoi. Ouais, c'est incroyable, c'est plus que bien fait, je veux dire. Enfin, tu vois, ce qu'il faut bien que les gens les comprennent, c'est que c'est pas normal d'avoir un chat GPT à 20 balles. C'est pas l'inverse qui Ouais. est vrai, c'est ça qui est vrai, c'est pas normal. Mhm. Ouais, justement, bah, beaucoup de gens se rendent pas compte, tu vois. Si on regarde simplement nous dans notre entourage de personnes qui sont pas dans notre milieu un peu et tout, ils ont ChatGPT sur le téléphone et ils l'utilisent comme Google, tu vois, sans plus, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis nous, on voit aussi avec un peu les bootcamps qu'on fait sur le vibe coding, etc. T'as certaines personnes, pas tous heureusement, mais qui se disent, putain, mais y a pas moyen d'avoir plus de crédits gratuits sur Lovable. J'ai pas envie de payer les 20 francs. Mais attends, tu Mhm. vois, on est en train de te dire qu'on va créer une application de A à Z en 6 semaines, et puis toi, tu dis que tu veux pas mettre 20 francs. Ouais, non, c'est Tu, sûr. tu vois, il Ouais, y a surtout une pour déployer une app, décorrélation quoi. complète. Bah oui, il y a une décorrélation, ouais, un MVP, je dirais plus qu'une app, mais tu as une décorrélation complète du prix, quoi. On parle de 20 francs. À l'époque, Mhm. tu payais une agence de dev pour te développer une application, mais ça coûtait 20, 50 000, pas Ouais, 20 ouais. francs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toute proportion gardée, mais ça, faut quand même l'avoir en tête, tu vois. Mhm. Ouais, non, c'est sûr. Donc, ouais, bah, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est quand même aussi beaucoup la nécessité des gens de prendre conscience de ça, de certains éléments de ce qu'on a pu discuter, Mhm. et puis d'y aller à fond là-dessus, et C'est encore sûr. une fois de se former. Et puis, c'est intéressant le point de dire que justement aujourd'hui, ben, tu peux apprendre énormément sur un outil sans passer des centaines d'heures dessus, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Après, moi, je prends des pincettes avec ça parce que je suis un amoureux de l'apprentissage, tu vois. J'adore apprendre. Et donc, en fait, si des gens veulent apprendre juste par plaisir, ça, en fait, tout le monde oublie ça aussi. On n'est pas obligé d'apprendre quelque chose pour de la productivité, pour de l'argent, pour truc. On peut aussi se faire kiffer, tu vois. Et le code, ça va aussi devenir quelque chose comme ça, tu vois, où t'es pas obligé de coder un projet de A à Z maintenant. C'est déjà le cas, tu vois. Mais si tu veux te faire ton kiff et que ça te fait plaisir, et parce que voilà, c'est ton truc, fais-le, tu vois. Fais-le, bon sang. Ça aussi, tu vois, Ouais, c'est quelque chose à prendre en considération. et je pense que c'est un très bon mot de la fin. Magnifique. N'oubliez jamais d'apprendre, c'est super C'est super important, important, comme dirait notre ami. comme dirait notre ami, ouais. Merci Donc sur beaucoup, ce, c'était hyper intéressant. merci à toi. De toute façon, on se retrouve très prochainement Yes. pour débattre sur un prochain sujet. Merci les amis d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la chaîne D Academy. Bye bye.